Là. Bon. Alors, comment ce livre s'est écrit? Justement, c'est des faits. J'avais plusieurs objectifs en fabriquant cet ouvrage. Mais l'un d'eux était de déconstruire, comme on dit, l'image stéréotypée du livre, c'est-à-dire un discours qui se suit du début jusqu'à la fin en passant par le milieu et qui forme un ensemble cohérent en principe, parce que si vous regardez bien un livre cohérent, il n'y en a pas. Il y a énormément de livres, surtout d'ailleurs les livres des philosophes qui ont l'air d'être cohérents, mais ils ne le sont pas. Si on les lit dans les coins, si on fait, vous avez rappelé la thématique de la lecture Saint-Thomas, à laquelle effectivement je tiens beaucoup. Et j'ajouterais, c'est pour ça qu'ils sont intéressants. C'est précisément parce qu'ils ne constituent pas un tout. Le tout, la totalité, la cohérence, etc., c'est une rhétorique. C'est pour la présentation. Hein, c'est l'art du couturier, hein, qui raffine les détails, les boutons, etc. Mais le fond est ailleurs. Le fond, il est d'ailleurs sans fond. Hein, un livre qui forme un tout, on peut le lire et puis on se dit, quand on est arrivé au bout, si toutefois on a compris, suivi, c'est intéressant. Hein, si on est suivi, on peut se dire, eh bien, je l'ai fini. Hein, j'ai fini le livre, comme on achève les chevaux. Mais on ne finit jamais un livre. Hein, voilà, si, il y a des livres qu'on finit. C'est des livres, il faut les jeter après. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dedans, et s'il n'y a plus rien dedans, c'est parce qu'il n'y avait rien dedans. Hein, et ça, il y en a beaucoup, ça. Hein. Bon, c'est même... Bon, n'insistez pas. Donc je voulais essayer... Alors, bon, j'ai, comme beaucoup de personnes que je connais ici dans la salle, le fond actuellement, enseigné la philosophie institutionnellement pendant 40 ans. Hein, j'ai fait mon temps. Et pendant ces 40 années, c'est évident que je ne me serais pas permis de procéder de cette manière-là. Hein, peut-être que j'aurais été révoqué, tout simplement, parce que c'est une faute contre les règles, contre les principes. Et je comprends très bien que d'un point de vue pédagogique, alors quand on est obligé de tenir un discours en principe formateur, il ne faut pas que ça soit trop décousu. Donc il faut lui donner le minimum de tonus et d'unité pour que, justement, je reprends ce mot très intéressant, pour que les gens suivent. Mais voilà que j'ai interrompu par la force de l'âge cette activité il y a 15 ans, et ça a tout changé. C'est-à-dire que ce que je ne pouvais pas me permettre, et je me suis retenu pendant très longtemps, là maintenant il n'y a plus de problème, je peux le faire. Hein, vous voyez, je me sens libre. Et au fond, ce que j'ai voulu faire, de façon sans doute très maladroite, ne croyez pas que je tiens un discours de bonne conscience ou triomphal, mais ce que j'ai voulu faire, c'est justement donner un exemple de liberté. Hein, rompre avec cette pratique de l'écriture qui consiste à fourrer entre les pattes des gens un truc ficelé, terminé, qui a l'air d'être complet, et
quelque sorte de les forcer à le prendre tel quel. Si je fais une expérience de liberté, c'est dans l'espoir que les gens qui vont éventuellement recevoir le message se sentiront eux-mêmes libres. Au point d'ailleurs, je suis tout à fait prêt à subir le choc, à m'envoyer en retour la remarque que ce n'est ni fait ni à faire. Hein? Il faut de temps en temps faire des choses qui sont ni faites ni à faire. Donc, c'est ma réponse à votre question. Comment je l'ai fabriqué? Alors, je ne l'ai pas fabriqué. C'est-à-dire que, voyez-vous, je n'avais aucun plan au départ, ni non plus à l'arrivée. Hein? Ce livre, je ne l'ai pas fait, il s'est fait. Hein? Il s'est fait au fur et à mesure. Bon, alors vous avez bien compris, c'est un livre, au fond, bon, il y a beaucoup de thèmes abordés, mais enfin, en gros, si on voulait identifier, c'est un livre sur l'espace. Comme Foucault disait, on n'accorde pas assez d'importance à l'espace. Les philosophes négligent l'espace, ils parlent tout le temps du temps. Hein, le temps. Comme si le temps existait en dehors de l'espace. Et réciproquement, d'ailleurs. Hein, comme si on pouvait avoir l'un sans l'autre. Alors ça, c'est... Alors je n'hésiterai pas à dire, hein, c'est l'erreur de Kant. C'est une erreur. L'esthétique transcendantale définit l'espace d'abord par ses caractères propres, et puis ensuite le temps par ses caractères propres, et c'est l'un ou l'autre. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur philosophique. Je ne veux pas dire que Kant, c'est de l'erreur du début jusqu'à la fin, mais ça, je pense que c'en est tout. Et je m'en suis rendu compte, alors je rejoins une autre de vos remarques, du fait que c'est une erreur, plutôt en lisant des auteurs comme Verne et Proust. C'est un peu bizarre de les mettre ensemble. Ça, c'était un peu de la provocation. Quand on est en retraite, on peut se permettre de faire de la provocation. On ne risque plus la révocation. Et je tenais absolument à les mettre l'un à côté de l'autre. Et de faire de la philosophie avec de la littérature. Alors, c'est une affaire, au fond, très personnelle. Quand j'ai terminé mes études secondaires et eu à entreprendre des études dites supérieures, c'est-à-dire en fait celles qui viennent après, hein, on devrait les appeler études ultérieures, j'ai été mis en demeure. Alors là, on est en plein dans le cœur du sujet, de m'orienter, de choisir, préférer ou exclure. Qu'est-ce que vous voulez faire? De la littérature ou de la philosophie? Et il fallait absolument... c'était l'un ou l'autre. Hein, et ça ne pouvait pas être l'un et l'autre. Alors, bon, j'ai choisi la philosophie. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça me paraissait plus sérieux. Aux yeux de mes parents, oui, c'est plus solide. Bon, je ne sais pas pourquoi. Enfin, dans la tête d'un étudiant ou d'un élève, il se passe des choses parfois étranges de ce genre. Mais j'ai choisi la philosophie avec toujours le regret de ce que je n'avais pas pu faire. Alors, au début, je m'étais dit, je vais faire un effort, je vais faire les deux en même temps. Il y a des gens qui arrivent à faire ça. J'avais commencé une licence de lettres. Hein. Je crois même que j'ai obtenu le certificat de littérature latine. Je l'ai passé alors que j'étais faible en latin. Mais alors,
le certificat de littérature française, j'ai rendu copie blanche 2 fois. La première fois sur le sujet le pittoresque chez Apollinaire. Là, j'avais rien à dire. Pourtant, c'est un beau sujet. Hein. Si j'avais travaillé mieux le programme, j'aurais pu répondre. Donc, je m'étais dit, je vais attendre à l'autre session. Et à l'autre session, le comique chez Claudel. Alors là, la mesure était comble. Je suis parti et je ne suis jamais revenu. Retourné. Mais j'ai gardé en moi le souci quand même de continuer à faire ça. Donc je lisais, je ne sais rien faire d'autre. Et ce bouquin, qui n'est ni fait ni à faire, est une sorte de recueil de lecture. Au fond, vous me demandez comment je fabrique tout. Ce sont des lectures que j'ai faites dans une période assez récente, dans des domaines très disparates, parce que je lis des choses vraiment de genre très... Ça ne me dérange pas de lire Proust et Jules Verne de front. C'est comme ça. Bon. Et alors, il se trouve que ces lectures disparates, à un certain moment, dans mon esprit, quand je les fais, se rejoignent, se recoupent. Et ce livre est le résultat de ces rencontres. Entre parenthèses, quand on lit, et justement quand on lit, alors dans le désordre, hein, il faut lire dans le désordre, il ne faut pas se dire... Je vais lire Kant, alors on prend tout du début jusqu'à la fin, les 3 volumes de la Pléiade. Voilà, bon, c'est pas possible. C'est mortel. J'en dirais presque autant que Proust, à la recherche du temps perdu, c'est pas fait pour être lu en continu du début jusqu'à la fin. Ça tient pas le coup, c'est trop. Jules Verne non plus, d'ailleurs. C'est difficile, Jules Verne. C'est un auteur difficile. Pas seulement à cause de l'information scientifique et technique, mais c'est des histoires dans lesquelles il y a énormément d'arrière-plans cachés. Hein, il faut les busquer au fur et à mesure. Alors, bon, je lis dans le désordre. Un jour ceci, le lendemain cela, des choses qui n'ont aucun rapport entre elles. Et alors, c'est un des cadeaux extraordinaires que vous font les livres, c'est qu'il arrive souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne pense, que des livres comme ça, faits au hasard, tout d'un coup, on trouve quelque chose qui se raccroche là, mais qui se raccroche vraiment. Hein. C'est pas arbitraire. Un livre en stimule un autre. Hein. Et un livre de nature très très différente. Hein. Le Tour du monde en 80 jours, qui est un livre sur l'espace et le temps. Hein. Alors là, vraiment, c'est là. Et un livre sur la relativité. Hein. Ça m'a éclairé sur l'esthétique transcendantale de Kant. Alors ça, naturellement, hein, je ne l'aurais pas dit en classe. Évidemment. Parce que si j'avais dit une chose de ce genre en classe, éventuellement, les élèves auxquels je me serais adressé auraient cru que ce que je disais était vrai, et ils auraient été recalés au baccalauréat. Hein. But que je ne cherchais pas du tout à atteindre. Donc, je me gardais bien de tenir des propos imprudents et déplacés de ce genre. Mais encore une fois, maintenant, je peux me le permettre. Alors, j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait, mais... Ah oui, oui, tout à fait, mais il y a un point que je récuse dans ce que vous dites, c'est le mot décousu. Parce que le vrai problème, il est celui-là, c'est qu'effectivement, vous nous offrez quelque chose qui a l'air
bourré d'éléments différents, de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, de gens qu'on ne parviendrait, enfin, qu'on ne penserait même pas rapprocher les uns des autres. Vous connaissez la distinction qu'on a faite entre les livraisons et les livres. Je ne sais plus, mais elle vaut aussi pour Nietzsche, par exemple. Vous nous offrez une livraison extraordinaire. On peut prendre chacun de vos éléments et y prendre plaisir, et puis effectivement passer à un autre. Et pourtant, comme on dit dans les charades, mon tout est un livre. C'est cela qui est si pas étonnant. Tout, justement, c'est pas un tout. Oui, j'ai repris la charade, justement, le texte à la fin, Oui, c'est ceci, c'est cela, et mon tout est un livre. Vous arrivez de façon que je m'explique très mal, mais peut-être d'ailleurs que vous ne l'expliquez pas non plus, vous arrivez à doter votre livre d'une unité qui est extraordinaire. On a un livre, on a l'impression du début à la fin, alors moi je ne l'ai pas lu totalement dans l'ordre, il y a un passage qui m'a fait me dire, dans la deuxième partie, je vais trouver autre chose. Je l'ai lu de façon tout à fait décousue, mais le livre m'est apparu comme parfaitement cohérent. Alors, j'ai envie peut-être de supprimer le mot cohérent, je comprends qu'il vous gêne. La cohérence pose un problème, mais en tout cas, votre livre est doté d'une extraordinaire cohésion. Je crois que c'est une nuance qui mériterait, qui a été reprise dans certains lieux. C'est pas du tout la même chose, mais votre livre est d'une étonnante cohésion. Le mot décousu, honnêtement, ne lui va pas du tout. Juste une petite remarque, puisqu'on est dans la métaphore de la couture, cousu, décousu, parlons de reprise. Parce que finalement, vous reprenez et reprenez, en les articulant à nouveau frais, des auteurs, des textes, en les rapprochant, comme on pourrait rapprocher des tissus pour les reprendre l'un à l'autre, et ça marche. Je veux dire, ça tient, en tout cas. C'est un va-et-vient, effectivement, permanent, dans l'inachevé. Je tiens beaucoup à ça. Et l'un des sujets du livre, c'est justement l'inachèvement. Alors, pour vous répondre, je vais passer par un biais, un objet transitionnel. C'est un peu prétentieux de ma part de m'en servir, mais enfin, bon. Une nouvelle extraordinaire de Henry James. La figure dans le tapis. Bon. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y tout de suite. De toute façon, les nouvelles d'Henry James, c'est une source de plaisir. Alors là, vraiment, interne. Je résume brièvement. Personne qui ne l'a pas lu, qui l'aurait lu il y a très longtemps, c'est très bien. C'est comme très souvent dans les histoires de James, son attention se focalise sur sa propre activité d'écrivain. Donc il y a souvent un écrivain au centre. Et alors, l'histoire, c'est le débat entre un auteur et un critique, qui est d'ailleurs le narrateur de l'histoire. Alors, le critique fait un compte-rendu du livre qui est rempli, qui est publié dans un journal, et il est dépité de voir que l'auteur n'est pas satisfait. Donc il va le voir, non, mais enfin, qu'est-ce que vous attendez alors le point de départ, là où l'intrigue se noue, c'est la remarque que l'auteur fait à son critique. Il lui dit, mais vous savez, il y a dans mon travail un fil conducteur, et il dit un secret, quelque chose qui fait que tout ça se tient. Et ce secret, vous êtes passé complètement à côté. Alors, le lecteur professionnel, payé pour ça, grande réputation, et à la fois dépité, vexé, très inquiet.
Ce sont ses compétences. Donc il se lance dans la recherche du secret. Et il associe une dame, etc. Donc, alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais ça se termine très mal, hein, par la mort. Et il n'arrive jamais à trouver le secret. Et alors, la clé du récit de James, c'est un tout petit passage où il retourne voir l'auteur et lui dit, mais enfin, pourquoi est-ce que vous cachez ce secret? Pourquoi est-ce que vous ne le dites pas vous-même? Et alors là, l'auteur éclate de rire et lui dit, mais je n'arrête pas. À toutes les pages, il est étalé. C'est-à-dire, ce secret est difficile à trouver parce qu'il est partout. On ne peut pas l'extraire. C'est tout ce qui est dans tout ce que l'auteur a écrit qui représente la clé ça recoupe un petit peu l'histoire d'Edgar Poe, hein, la lettre volée. Si on ne voit pas, c'est pas parce que c'est caché derrière, c'est parce que c'est sous les yeux. Les choses qui sont sous les yeux, très souvent, on ne les voit pas. Hein, non seulement très souvent, mais toujours, on ne les voit jamais. On ne voit jamais ce qu'on a sous les yeux. Hein, alors on cherche, hein, derrière le rideau, on lève des voiles, etc. Hein, le voile d'Isis, le mythe, etc. Puis, on n'arrive jamais, parce que derrière le voile, l'autre voile, comme dans le carnaval mexicain, les masques tombent, les soirs d'autres masques, etc. Mais la vérité, elle est devant, elle n'est pas derrière. Et elle est partout. Alors, j'ai essayé, alors c'est un peu prétentieux de ma part, de faire quelque chose de ce genre. C'est-à-dire un livre donc, qui est difficile à résumer, mais enfin, vous y êtes très bien arrivé, d'ailleurs. Je vous remercie. Enfin, vous avez mis le doigt sur les grandes... vous dites les choses auxquelles je tiens beaucoup. Où tout devrait avoir de l'importance, y compris les détails les plus infimes, les flâneries, hein, les histoires. Alors, c'est pour ça que je mélange avec une certaine perversité. Hein. C'est vrai, je comprendrais très bien qu'on me dise, oh, mais vous exagérez quand même, de passer comme ça du coq à l'âne. Hein. Et je comprendrais très bien qu'on me fasse ces critiques. Et je répondrais, c'est exprès. Non seulement c'est exprès, mais finalement, j'en suis arrivé, vous savez, je suis au bout du chemin, hein, à penser que c'est comme ça qu'il faut faire. Vous insistez sur l'inachèvement. Et tout à l'heure, vous disiez, mon ouvrage, son objet, c'est l'espace. Moi, je vais vous proposer autre chose, c'est ma lecture symptomale à moi. Est-ce qu'il ne s'agit pas en fin de compte de penser le devenir? C'est-à-dire de tourner le dos définitivement à Parménide, on va du côté d'Héraclite, et on essaye de penser des logiques de reconfiguration, de déplacement, d'impulsion, de mouvement, qui à la fois ne sont pas n'importe quoi, ne sont pas au hasard. C'est-à-dire qu'il y a un travail, il y a ce qu'on appelle une orientation, c'est-à-dire une activité qui va quelque part, mais quelque part qui n'est jamais fixée, ni définitivement, ni à l'avance, et qui se fait au fur et à mesure. Et pour moi, vraiment, la grandeur de votre ouvrage, c'est de convoquer toute une série de figures, littéraires comme philosophiques, pour véritablement travailler cette idée comme ça de qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous activons à faire advenir sans qu'il puisse y avoir de programme, d'une certaine manière. Parménide, c'est pas mal. Hein. Et Héraclite, c'est pas mal non plus. Moi, je voudrais justement faire tenir les deux ensemble. Hein. Une des rares choses que j'ai apprises au fil du temps, en travaillant
sur des textes philosophiques, c'est qu'il faut se méfier des alternatives à la pensée binaire, les trucs, c'est l'un ou l'autre, hein. Bergson, la durée, oui, l'espace, non. Franchement, comment peut-on dire des bêtises pareilles, hein? Je ne veux pas dire que Bergson n'a dit que des bêtises. Je ne pense pas du tout. Hein, loin de là. Mais là, oui. Hein, et naturellement, c'est quand il a dit des bêtises que les gens sont précipités, maître, comme votre pensée est grandiose, admirable, merveilleuse, et les dames tombaient à la renverse sur les bancs du Collège de France, etc. Bon. Alors que ce qui est intéressant chez Bergson, c'est autre chose. Par exemple, la conférence d'Oxford, hein, le texte sur le possible, cette fois que c'est repris dans la pensée, est un texte philosophique extraordinaire. Le texte sur l'ordre, le désordre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est dans la pensée mouvante. Hein. La conférence d'Oxford sur le possible, qu'il avait faite à l'Institut, je ne sais pas, culturel, etc. Georges Bataille, qui à l'époque était travaillé a assisté à la conférence. Hein. Et je suis sûr qu'il en a tiré beaucoup de profit. Hein. Où allais-je? Je ne sais plus. Mais vous posez à propos de Bergson la question, comment peut-on écrire des bêtises comme celle-là? Mais je crois que la question qui est dans votre livre, elle est presque celle-là. Elle est comment peut-on être conduit, par quel mécanisme, par quel systémique, par quel type de logique de production, comment peut-on être conduit à dire des bêtises comme celle-là? La pression est forte. Quand on dit des bêtises, en fait, c'est pas soi-même qui les dit, c'est le dehors. Et alors, je m'avance beaucoup, mais ils en disent tous. Spinoza, il dit des bêtises. Bon, j'ai fait exprès aussi, bon, il y a un peu de Spinoza dans le bouquin, mais il n'y en a pas beaucoup, parce que j'en ai assez qu'on me renvoie à Spinoza, à la figure, vous qui êtes un spécialiste de Spinoza, etc. Bon, effectivement, j'ai publié 7 livres sur Spinoza, ce qui est certainement beaucoup trop. Mais alors, s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est le mot spécialiste. Hein, spécialiste, c'est condamné à rester dans sa spécialité. Donc, c'est le contraire du mouvement. Hein. Alors là, mais c'est pas Parménide n'est pas un spécialiste. Mais il faut décloisonner. Hein. Moi, je crois que c'est une tâche très très urgente intellectuelle, hein, de faire sauter les écrans et les barrières et essayer un petit peu de passer donc de la philosophie à la littérature, de Proust à Jules Verne. Votre livre m'a beaucoup fait penser à une phrase, à une sentence absolument féroce d'Henri Miller. Je crois que c'est quelqu'un que vous aimez bien, Henri Miller. Et il parle de toutes ces tentatives d'écrire, il parle de ses commencements. Et il fait remarquer que le vrai problème, en se demandant si c'est pas à cause de ça qu'il n'est pas un bon écrivain, c'est qu'il n'arrive jamais là où il voulait aller, là où il espérait aller. Et puis il ajoute tout de suite derrière qu'il convient quand même de se méfier, de se défier de ceux qui arrivent toujours là où ils voulaient aller. De deux choses l'une, ou ce sont des génies, ou ce sont des faussaires. Et manifestement, il croit que le plus souvent, on ne va là où on voulait aller que soit par paresse, soit par peur de tout ce que l'on a rencontré en route, en travaillant, de le prendre en charge, de s'en occuper, et de s'orienter, de se réorienter, de changer sa direction de départ.
peut se figurer qu'on est arrivé quelque part. Mais si on y réfléchit, c'est une illusion. Et c'est une illusion extrêmement dangereuse pour soi et condamnable si on cherche à la transmettre, c'est-à-dire à la faire partager par d'autres. Parce que, excusez-moi, mais on n'arrive jamais. Les points d'arrivée sont je vais dire des banalités, hein. Les points d'arrivée sont des points de départ. Et autant que possible, il faut en profiter pour diverger, c'est-à-dire pour innover. Pas aller. Voilà. Alors, un des thèmes, bon, vous avez raison de dire que le problème de la ligne m'importe beaucoup. Alors là, je dois énormément. Je disais, moi je suis inspiré par des livres. Hein. Je ne pense pas par moi-même. Hein. Il n'y a rien dans ma tête. Hein. Ce sont tous les livres avec lesquels j'entre en contact, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de plaisir, qui me forcent à réfléchir et à faire entrer en connexion, corréler des choses très très diverses. Alors, dans les lectures que j'ai faites ces dernières années, il y a vraiment deux auteurs qui m'ont complètement réorienté, hein, c'est-à-dire lancé sur des voies de valeur. Alors, le premier, je sais que ça fatigue un petit peu les gens à qui j'en parle parce qu'ils me croient obsédé, c'est Deligny. Bon, Deligny, je le connaissais depuis très très longtemps, et à vrai dire, je me suis mis à le lire sérieusement, hein, dans l'édition des œuvres complètes, qui est en réédition aux éditions Laracnéa, que relativement. Et alors, ça a été pour moi une révélation philosophique. C'était un grand penseur, un des grands penseurs du XXe siècle, et naturellement, peu de gens qui font attention. On fait attention aux autres. Alors, Deligny, d'une part, donc il m'a beaucoup. J'en parle pas énormément, j'en parlerai ailleurs, hein, dans un autre travail que j'ai en cours. Et l'autre, alors là, ça va complètement. Je suis tombé à la renverse. C'est l'anthropologue écossais Tim Ingold. Brève histoire de ligne, et puis, comment ça s'appelle, ce recueil il est traduit en français, c'est les Belges, c'est les éditions Zone Sensible à Bruxelles, qui ont traduit Marche avec les dragons, alors qui est un recueil de ses travaux divers qui permet de faire comprendre un petit peu. On vient de publier la traduction d'un troisième ouvrage, hein, ça s'appelle Comment faire faire architecture, bon, etc. Vous me demandez comment j'ai fait ce livre, je ne l'ai pas fait, il s'est fait, et il s'est fait grâce à Deligny et grâce à Ingold, qui m'ont... Alors, bon, c'est pas des philosophes professionnels, c'est pas des vrais philosophes, hein. Ce sont des... À la rigueur, si on veut les cataloguer dans les recensements officiels, ça fait partie des sciences humaines. Et vous savez que les philosophes en titre, galonnés, diplômés, etc., sciences humaines, oula, attention, et ne nous laissons pas inonder par Et moi, j'ai toujours pensé le contraire. C'est-à-dire que, d'une part, la philosophie a tout à gagner de renouer le rapport avec la littérature, et tout à gagner à s'enrichir à l'aide des sciences. Alors, c'est pas très original, ce que je dis, hein. Deleuze, Foucault, déjà Merleau-Ponty,
tradition française en philosophie était bien pénétrée de cette idée, et on peut dire qu'ils l'ont largement mise en œuvre. Mais ils n'ont pas tellement été, suivis sur ce point. Moi, j'y tiens. Alors, bon, dans ma jeunesse, l'événement pour moi très important a été la période pendant laquelle j'ai travaillé avec Althusser, que je ne renie pas, bien au contraire, bien que naturellement à distance, 50 ans après, on voit ces choses-là d'un œil différent. Mais une des choses que j'ai gardées de Althusser, avec la lecture Saint-Thomas, parce que c'est lui, la lecture Saint-Thomas, c'est, il disait toujours, il faut faire de la philosophie autrement. C'était une espèce de mantra. Très mystérieux, le message, faire de la philosophie autrement. Bon, d'accord. Bon. Et faire de la philosophie autrement, pour moi, mais je ne prétends pas avoir donné une réponse complète et définitive à la question, c'est en particulier intégrer à la réflexion philosophique l'apport de la littérature et des sciences humaines. Et les faire résonner entre elles, à part égale. Hein. Bon, souvent, les philosophes, alors oui, la littérature, c'est un recueil d'exemples. On prend des exemples. Hein. Roman Stendhal, c'est une fourmi d'exemples pour faire des dissertations sur la liberté, sur les passions, sur l'amour. Mais la littérature, c'est pas un recueil d'exemples. C'est une pensée à part entière. Alors une pensée qui passe par d'autres voies. Alors, vous seriez en droit de me dire, mais comment se fait-il alors que vous avez passé tant de temps sur un auteur pour qui la philosophie est quelque chose qui se fait moré géométrico, en utilisant des démonstrations reprises, dont le modèle est repris aux éléments d'Euclide, qui croit dur comme fer à la rationalité de tout ça. Et je crois dur comme fer à la rationalité de tout ça, mais la rationalité, c'est pas... D'ailleurs, ça distingue bien 3 genres de connaissances, dont le moré géométrico n'est que le second. Hein. Et avant le second, il y a le premier. Le premier, c'est l'imagination. Et alors, l'imagination. Alors, vous m'interrogiez au passage. Quand il parle de l'imagination, il emploie la formule potentiel imaginable. La puissance d'imagination. C'est une puissance, c'est une activité. C'est pas du tout se laisser emberlificoter par des mensonges qui vous ont pénétré de l'extérieur et qui vous ont c'est pas du tout ça. C'est l'esprit qui imagine, sous sa responsabilité. Et il dit bien, Scoli, la proposition 17 de la 2e partie de l'éthique, il faut s'efforcer d'imaginer librement. C'est possible. Hein? Et proposition 5 de la 5e partie, imaginer, imaginari, divide et distinctus. Imaginer, divider fortement, et distinctus plus distinctement. L'imagination, c'est pas les vagues, c'est pas forcément, en tout cas, pas fatalement. L'imagination, ça se travaille. C'est un champ de pensée à part entière, et dans lequel on peut
faire des choses très, très... Alors, je passe du coq à des penseurs contemporains qui sont allés à fond de ce côté-là. C'est Bachelard. Bachelard, qu'on connaît surtout. Alors, Bachelard, dont dans les classes, on encense ses travaux d'épistémologue. Hein, le nouvel esprit scientifique, et effectivement, en lisant Bachelard, on apprend comment ça marche, le travail de la preuve chez les savants. Seulement, il se trouve que Bachelard, à côté de son œuvre d'épistémologue, a une œuvre de... Alors, on ne sait pas très bien comment appeler ça, hein, poéticien de l'imaginaire, et qui, justement, découvre que l'imagination, et pour lui, l'imagination, elle est représentée dans les œuvres des poètes. C'était un grand lecteur de poésie. Et alors, si on s'intéresse à Bachelard, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, enfin, c'est une pensée vivante, aussi bien quand il s'occupe des sciences que quand il s'occupe de poésie. Donc, si on s'intéresse à tout ça, on se dit, mais comment est-ce qu'il est arrivé à faire marcher ensemble ces deux trucs alors qu'ils sont... Et je crois que son idée de base, c'est que justement, il ne faut pas lâcher l'une au bénéfice de l'autre, il faut les faire toutes les deux dans leur diversité. Hein, et pas chercher la cohérence, c'est-à-dire la synthèse. Hein, les synthèses sont toujours artificielles. Hein. Alors si pas de synthèse, de l'inachevé, du au fur et à mesure, hein, dans l'inaccompli, mais pourtant il y a bien une boussole intérieure. Vous passez beaucoup de temps dans cet ouvrage à travailler l'idée d'une boussole intérieure, d'une résolution, la résolution des promeneurs égarés dans la forêt de Descartes, Charlot dans La rue vers l'ordre, avec sa carte blanche qu'il sort avec simplement écrit dessus nord, sud, est, ouest, et qu'il va très précisément ausculter pour se repérer dans un nulle part. Alors, cette question de la résolution intérieure, puisque s'il n'y a pas de destination et s'il n'y a pas d'endroit précis où aller, on n'est pas non plus dans n'importe quoi. C'est ça qui est intéressant à tenir ensemble. Qu'est-ce que c'est cette boussole intérieure alors ? C'est une boussole qui bouge sans arrêt, hein. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... il faut s'y fier justement dans la mesure où elle n'est pas figée de manière définitive. Je crois que c'est ça le sens du texte de Descartes sur les voyageurs perdus dans la forêt. Bon, le passage de la troisième partie du discours de la méthode que j'ai monté en épingle particulièrement, mais ce n'est pas une idée de moi, c'est une idée que j'ai reprise. C'est Peggy qui dit ça. Hein, Peggy qui dit le grand philosophe de la modernité, les grandes ruptures intellectuelles, c'est Descartes, et il ajoute, mais alors, tout ce qu'il a écrit est sans intérêt, sauf justement les 10 lignes de l'histoire des voyageurs perdus dans une forêt. Alors là, on peut dire que là, le mot provocation est faible, il exagère, hein, parce que Descartes, c'est intéressant de bout en bout, même quand il déraille, et surtout quand il déraille. Ouais, d'ailleurs, quand il déraille, il s'en aperçoit lui-même. Hein, faisons bien très attention avec ces gens-là, qui étaient loin de dire n'importe quoi, et qui étaient sans cesse en train de se contrôler, hein, c'est-à-dire de se demander mais quelle bêtise est-ce que je viens de dire, et de la rectifier. Il m'a toujours semblé que... Alors, bon,
Monsieur Lhomme, vous intéressez au style des philosophes, et je suis tout à fait en accord avec vous, c'est une question très très importante. Et c'est pas facile d'abord, il faut vaincre une résistance générale, parce qu'on considère que les philosophes, si ce sont de vrais philosophes, c'est qu'ils n'ont pas de style. Hein. Donc le style est en quelque sorte refoulé. Hein. Il faut lever ce refoulement pour s'y intéresser. Et alors, une fois le refoulement levé, c'est pas facile de trouver d'identifier les. Alors, moi, toujours, à titre d'hypothèse, je me disais, il y a chaque philosophe a sa formule clé, le truc, et c'est vraiment, ça tient, c'est du style. Hein, bon, Spinoza, et nihil annul, et rien d'autre. Ça, c'est classique, c'est tout le temps. Sauf que et nihil annul, et nihil annul, et nihil annul, ça veut dire qu'il y a quand même toujours autre chose. Hein. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Bon, Hegel, toujours, déjà, pas encore. Toute la pensée de Hegel est dans ce rapprochement de ces deux mots. Hein, chez lui, toujours, tout ce à quoi il a affaire se présente toujours simultanément dans les formes du déjà et du pas encore, donc en devenir, etc. Alors, Descartes. Eh bien, Descartes, si vous regardez bien, la petite truc qui revient très très souvent chez lui, et qui est fascinant, c'est « et plutôt ». Il dit quelque chose, et puis il ajoute « et plutôt ». Alors c'est un truc typique de la rhétorique, ça s'appelle l'épanorthose. Hein, c'est composer un discours dont la forme consiste en sa rectification. Donc on dit quelque chose pour pouvoir en dire une autre qui n'est pas la même. Et il fait ça très très souvent. Et au fond, c'est l'image même de la raison telle qu'il la conçoit. La raison, c'est pas un catalogue d'idées toutes faites, c'est pas un plan tout tracé, mais c'est l'effort à chaque fois pour se dire et plutôt, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dire ça? La rationalité, ça consiste à avancer en rectifiant. C'est rectifier. Hein? Et si on rectifie, c'est que ça n'allait pas. Hein? C'est parce qu'on a conscience que ça n'allait pas. Et alors, moi je suis arrivé au bout quand même d'un périple assez long à me dire ça ne va jamais. Et il faut s'en accommoder. Il faut faire avec ça. Ça ne va jamais. C'est inachevé. Est-ce qu'on peut parler quelques minutes du mot méthode? Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, vous m'en avez... Méthode, c'est quelque chose qui est latent dans votre travail, mais même si vous ne le posez jamais en tant que... Enfin, en plus, vous travaillez sur l'orientation et Odos, c'est bien le chemin. Qu'est-ce que l'idée de méthode? Alors, je vous propose 2 citations qui devraient vous faire réagir, je crois. La première, c'est tiré de Michaud dans Poteau d'angle. C'est très tôt, au début de Poteau d'angle. Il dit « Si tu traces une route, attention, sauras-tu revenir à l'étendue ?» C'est cette première citation sur laquelle il va revenir très fréquemment, et dans Poteau d'angle, et dans son deuxième livre poétique, qui est Passage. Et une seconde de Walter Benjamin, que vous citez aussi assez fréquemment dans cet ouvrage, c'est sur le mot méthode. Et il dit « Oui, on a besoin d'une méthode, non pas pour trouver son chemin, mais pour le perdre. » Et je crois que c'est quelque chose
qui devrait avoir pour vous une certaine résonance quand même. Cette idée qu'on a besoin d'une méthode, non pas pour trouver son chemin, mais pour le perdre. Ça voudrait dire au moins deux choses, qu'on ne peut pas trouver quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment nouveau, de vraiment pertinent, si on ne s'est pas, à un moment ou à un autre, perdu. Et la seconde chose, c'est que c'est beaucoup plus difficile que l'on croit de se perdre, en réalité. Il faut une méthode pour se perdre. Et après, vous travaillerez sur la dérive. Quand on parle des situationnistes, en fait, les situations sont des choses qu'ils créent avec un protocole très, très précis, très rigoureux, pour arriver à créer quelque chose de nouveau. Alors, soit la route et l'étendue, soit Benjamin, une méthode non pour trouver son chemin, mais pour le perdre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous habiterait, le cas échéant, dans un bouquin comme celui-là? Oui, alors bon, ce sont deux très très belles références que vous donnez, que personnellement je ne mettrai pas en opposition. Ah non, je les vois très bien et complémentaires au contraire l'une de l'autre. Alors, méthode, au sens propre, si on revient à la racine grecque du mot, c'est l'art des chemins. Alors évidemment, si on traduit comme ça, en mettant le mot chemin au pluriel, on fait déjà un choix, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qui serait le bon. Ce serait formidable. On sort d'ici, il y a une pancarte qui nous montre la voie. Enfin, ce n'est pas les pancartes qui manquent pour nous indiquer la voie, pour nous solliciter. Mais justement, il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de chemins. Il y en a à la fois trop et pas assez, parce qu'il faudrait peut-être aussi en découvrir de nouveaux, forcer de nouvelles voies. Enfin, on peut en tout cas espérer ce genre de choses. Donc, moi je dirais encore plus loin dans le sens... c'est un art, c'est un art, c'est-à-dire c'est une pratique. La méthode, c'est pas quelque chose déjà complètement élaboré, puis il n'y a plus qu'à la faire marcher, à la faire fonctionner. Non, Bourdieu dirait c'est du savoir-faire, c'est du sens pratique. Qu'on met à l'épreuve au jour le jour. Et je dirais, c'est l'art des questions. C'est l'art des questions. L'art des questions, c'est pas l'art des réponses. C'est parce qu'il ne faut surtout pas croire que quand on pose bien une question, la réponse se trouve déjà donnée. Si la question conduit vers la réponse, c'est qu'elle est mal posée. En tout cas, elle est posée de façon tendancieuse, de façon... c'est pas satisfaisant. Alors, des questions que vous me posez toutes les deux, vous me demandez quel est pour moi l'objet de la philosophie. Alors, là encore, je reviens à mon passé althusserien. Althusser expliquait de long en large et beaucoup, la philosophie n'a pas d'objet. Et il avait raison, la philosophie n'a pas d'objet. Elle n'est pas une science, la science n'a d'objet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle les a tous, les objets. Mais elle les a tous, non pas parce qu'elle les connaît. Justement, elle les a tous parce qu'elle les interroge, parce qu'elle les sollicite, parce qu'elle les inquiète. Au fond, philosopher, c'est poser des questions embarrassantes, c'est inquiéter, c'est déranger. Alors, il ne faut pas dire ça au baccalauréat, ni à l'agrégation. Alors à l'agrégation, c'est totalement exclu, c'est l'échec. C'est arrivé à beaucoup de personnes de
croire naïvement qu'on pourrait dire des choses vraiment philosophiques quand on passe un concours de recrutement de l'enseignement. Il ne faut pas. C'est comme ça que Taine avait été recalé à l'agrégation de philosophie. Il avait tiré à l'oral comme sujet de leçon la vertu. Comme il était spinoziste à l'époque, il avait utilisé la quatrième partie de l'éthique, la vertu c'est la recherche de l'utile, etc. Il s'était fait rétamer tout de suite. C'était des choses qu'il ne fallait pas dire. Oui. À propos de dérangeant, moi j'ai été très heureuse d'avoir lu votre chapitre consacré à Humanisme et terreur de Merleau-Ponty, particulièrement lorsque nous sommes... C'est le livre maudit de Merleau-Ponty. Oui, mais justement, il est très bon de lire votre analyse. J'ai présenté ça sous la forme d'un exposé dans le contexte d'un colloque de spécialistes de Merleau. Vous ne pouvez pas imaginer la tête qu'il faisait, parce qu'il ne faut pas parler de ce livre-là. Et alors, pendant l'anniversaire d'octobre 1917, en ce moment, on présente cette révolution sous un jour qui est particulièrement stéréotypé, en insistant sur la barbarie. Les commémorations, c'était pour ça. On commémore des stéréotypes. Du coup, ça fait du bien de relire avec vous Humanisme et terreur, c'est-à-dire un philosophe, Merleau-Ponty, qui invite à lire un événement, non pas en termes de bilan, avec les gants blancs du juge qui se trouve 50 ans après, mais en termes, et c'est ça sur lequel je voudrais que vous reveniez, parce que ça me semble extrêmement important. Merleau-Ponty, vous le citez, dit « Nous n'avons pas le choix entre la pureté et la violence, mais entre différentes sortes de violence, ce qui conduit à interpréter les événements historiques, non pas en termes de bilan, mais en termes d'orientation. Vers quoi ils tendaient ?» Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est une citation de Merleau-Ponty ? Non, ça c'est moi. Ah oui, c'est moi. Mais non, parce que j'aurais sauté dessus. Avec enthousiasme. Cette idée-là que vous rappelez, c'est au fond le fil de toute une tradition propre à la philosophie française d'après 1945. Simone de Beauvoir avait mis le doigt dans le mille quand elle avait publié son article « Pour une philosophie de l'ambiguïté ». Et Merleau-Ponty avait emprunté cette voie et Deleuze, Foucault, Derrida ont poursuivi au grand scandale des bien-pensants, parce que l'ambiguïté, non, faut... alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas choisir, mais ça veut dire ça attire l'attention sur le fait que ce n'est pas facile de choisir. Alors, dans un travail plus étendu que je n'ai pas repris, j'avais mis en parallèle l'ouvrage de Merleau-Ponty, donc Humanisme et terreur, avec un texte de Kojève, tout à fait étonnant, qui s'appelle Tyrannie et sagesse, qu'il avait écrit comme préface à la réédition du dialogue de Xénophon sur les tyrans. Alors, Kojève, il était pour les tyrans. Kojève qui s'est déclaré à la fin de sa vie, bon, il était stalinien déclaré, travaillait dans le bureau à côté de Raymond Barre, à qui il a enseigné la philosophie pratique, dans les locaux de l'OCDE, qui prend lit, là où il y a le musée maintenant, mais à l'époque c'était pas encore la communauté européenne, mais c'était ce qui préparait. Et il avait trouvé un poste là, un poste assez bizarre de conseiller secret. Ça consistait en ceci: on le faisait venir exprès quand il y avait en préparation des grandes réunions internationales
Vous savez, comme il y en a en ce moment, la COP, je ne sais quoi. Donc ils vont tous se rencontrer. Et alors, bon, et naturellement, c'est important, ces réunions. Hein, il en sort des choses parfois importantes. Donc ça se prépare. Et on le faisait venir pour la préparation. Parce que, alors c'était un joueur de poker effréné, mais un grand, il avait poussé ça aux dimensions du grand art. Et justement, il expliquait aux politiques, il expliquait à Raymond Barre. Raymond Barre en parle dans ses mémoires. Hein, il a écrit des mémoires, il parle de cette expérience qu'il avait eue avec Coilleret. Donc il leur expliquait comment il fallait tirer les cartes avec un cynisme absolu. Hein. Il leur disait, c'est ça la politique. Enfin, ils le savaient déjà, hein, les autres. Mais enfin, ils ne savaient peut-être pas toutes les techniques que lui avait apprises en lisant Hegel. Parce que la philosophie, ça sert aussi à ça, hein, ça sert aussi à jouer aux cartes, hein, à gagner au poker, et utiliser. Alors pourquoi est-ce que je disais ça? Ah oui, tyrannie. Alors, donc il était stalinien, il était pour les tyrans, il se voyait lui-même dans la position du conseiller du prince. Hein, il s'était identifié à Hegel, à qui il prêtait le regret de ne pas avoir été appelé par Napoléon pour lui donner le modèle de la constitution politique qu'il devrait mettre en œuvre. Donc il se voyait comme ça. Alors, ce qui m'avait, comme on dit, interpellé dans ces deux textes, qui sont exactement contemporains, hein, ils avaient paru chez Gallimard en même temps, pas dans la même collection, mais donc à l'époque, dans les vitrines des libraires, ils avaient dû être l'un à côté de l'autre. Alors, c'est ce type d'intitulé tout à fait intéressant. Hein, humanisme et terreur, tyrannie et sagesse. Le mot important dans le titre, c'est « et ». Hein, parce que, justement, c'est le mot de l'ambiguïté. Est-ce qu'on peut avoir la tyrannie sans la sagesse et réciproquement? C'est la question que se pose Coilleret. Et Merleau-Ponty, il fallait du courage hein, à l'époque. Ses fidèles ne lui ont pas pardonné d'avoir eu ce courage. Dire on ne peut pas avoir l'humanisme. Est-ce qu'on. Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas on ne peut pas, parce qu'il n'en sait rien. Il dit c'est pas évident qu'on puisse avoir l'un sans l'autre. Ça pose un problème, ça pose une question. C'est très difficile. Et une philosophie de l'ambiguïté, comme l'appelait Simone de Beauvoir, qui avait juste, hein, souvent sur beaucoup de points, elle était plus lucide que Sartre. Hein, donc, enfin, et alors Sartre, il n'était pas tellement dans l'ambiguïté. Enfin, il l'était au début, puis après, il en est plus ou moins sorti. Toutes les disputes au comité éditorial des temps modernes, la fameuse dispute entre Sartre et Merleau-Ponty, ils ne se sont pas parlé pendant 10 ans. Hein. C'était justement sur ce point-là. Hein. L'engagement politique, la manière dont c'est... Moi, je n'ai pas assisté à leur réconciliation, mais enfin, j'ai quand même assisté à la séance au cours de laquelle ils se sont revus pour la première fois après 10 ans. Hein, parce que bon, j'étais à l'époque élève à l'école dite normale et réputée supérieure, c'était donc en 1960, Sartre avait publié la critique de la raison dialectique. Après une longue éclipse, il avait été malade pendant 1 ou 2 années, parce qu'il travaillait à l'époque, c'était en vente libre, la Corridrane. Moi j'en ai pris aussi, élève au lycée Louis-Grand, c'était un stimulant
extraordinaire, mais si on en prend beaucoup et pendant longtemps, ça produit des ravages extraordinaires, et lui, il était tombé gravement malade. Donc, il venait de publier la critique de la raison dialectique, et la première chose, il a réapparu en public pour la première fois, justement pour venir, sur l'invitation de Jean Hippolyte, qui était directeur de l'école, pour présenter son livre, alors vous vous rendez compte, une conférence de Sartre, c'était un événement considérable. Puis la critique de la raison dialectique, c'était un tournant, enfin un livre très très important aussi. Alors ça s'était passé dans la grande salle officielle, dite salle des actes. Alors il y avait un cérémonial extraordinaire. Donc il était à la place du conférencier. Et puis alors il y avait 4 rangées de tables. Des petites tables. Et sur chaque rangée, les gens étaient installés du début jusqu'à la fin par rang d'importance. Et alors, donc au premier rang, sur les 4 petites tables d'entrée, il y avait tout au bout, à droite, quand on regardait ça, il y avait Merleau-Ponty, tout seul à une table. Et puis à côté, il devait y avoir Hippolyte, le directeur de l'école, le spécialiste, le traducteur de la phénoménologie de l'esprit. Et puis il y avait Canguilhem, qui était leur camarade d'études à tous. Et puis il y avait Althusser tout au bout. Et puis alors les élèves étaient rangés après par année. Ah, c'était comique. Donc il y avait, parce qu'il y a, alors là, s'il y avait un endroit où les hiérarchies fonctionnaient, c'était bien cet établissement où la haute pensée soufflait en permanence, mais pas toujours, enfin si, toujours dans le même sens, de haut en bas. Et donc Sartre avait fait sa conférence. Alors moi j'ai entendu à plusieurs reprises Sartre faire des conférences. C'était hallucinant, mais on comprenait tout de suite aussi à quel point. Il a quand même été professeur de lycée pendant 15 ans, hein, au Havre et puis après à Paris au lycée Condorcet. Ah, il avait du métier. Hein. Il faisait un cours. Il avait une voix très coupante, très cassante, très. Mais alors, une fois qu'il avait démarré, alors là, on suivait hein, jusqu'au bout, il savait y faire. Il avait un coup de main. Enfin, il ne se promenait pas. Hein. Donc, comme c'était la critique de la raison dialectique, c'était la vis intergo, c'était tous les machins. Mais alors, ça paraissait clair comme le jour. Puis alors, il tapait du poing. Et voilà. Et alors, donc, les gens écoutaient. Après, il y avait eu un début de dialogue, un début de questions. Et Sartre avait été, comme Merleau-Ponty est mort peu de temps après, hein, il a, dans les temps modernes, publié un très très long texte sur Merleau-Ponty, et il raconte qu'après la conférence, ils s'étaient pas reparlé depuis 10 ans, et ils ont passé la nuit dans un bistrot à discuter. Et la philosophie en France, philosophie de l'ambiguïté, ça se passe aussi très souvent dans des bistrots. On va devoir. Oui. Peut-être que c'est possible. On va devoir passer la parole au public maintenant, ça fait partie de la tradition, et c'est une bonne chose. Mais une dernière petite question, parce que le mot objet de la philosophie était mal choisi, mais ce dont je voulais vous faire parler, c'est le moment où je vais faire une citation, cette fois-ci de vous. La vraie sagesse consiste dans le refus de coïncider avec soi-même. C'est pourquoi en toute chose, il faut avant tout s'exercer à prendre congé en se faisant en quelque sorte traître à soi-même. C'est quand même
l'objet principal, Motif. le motif principal que vous Dans le tapis. mettez, Ouais, dans le tapis. que vous proposez pour Dans motif, hein, expliquer il y a l'intérêt mouvement, de hein. travail. Motif, c'est ce qui met en mouvement. Mm. C'est ce qui fait. Quand au XIXe siècle, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, les peintres allaient travailler sur le motif, c'était pour trouver justement la montagne Sainte-Victoire pour Cézanne. C'était pas quelque chose qui était devant lui comme ça, non, c'était un motif, quelque chose qui le motivait. Motif, ça motive. Mais prendre congé de soi, être traître à soi-même. Écoutez, c'est l'hygiène élémentaire. Là, je ne pense pas dire quelque chose de très très original. Hein. Ça va de soi, ça me paraît évident. Hein. C'est justement la forme pratique de l'épanorthose. Hein. Ou plutôt. Je préfère ou plutôt à et en même temps. Bon, On donne la parole. on va passer la parole au On y va. public maintenant. Tiens, regardez, il y a une jeune fille qui est là pour. On va leur donner notre. Franchement. Des questions? Merci, chers collègues, d'avoir fait un ouvrage qui, vraiment, je le dis du fond du cœur, m'a impressionné. Et pourtant, entre guillemets, je suis un peu le spécialiste de l'étape, parce que, comme vous le savez, j'ai consacré quasiment ma vie professionnelle à la question de l'orientation. Et je dois dire que je n'ai jamais rencontré un ouvrage qui soit aussi dense et riche dans les rapports entre la question de l'orientation, la philosophie et la littérature. Et de ce point de vue-là, cet ouvrage va, à mon avis, va rester. On en parlera dans 10 ans, dans 20 ans, je vous donne rendez-vous pour en reparler. Il y aura peut-être d'autres éditions, peut-être que vous pensez déjà à un tome 2, tome 3, non? Il faudrait déjà que celui-ci se vende. Et pour Ah, j'ai qu'il aucune se crainte vende, là-dessus. il faudrait que les libraires le présentent, ce qui apparemment pose des problèmes en ce moment. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une suite, effectivement, mais vous comprenez, je mets entre les pattes d'un éditeur un truc comme ça. Il prend un risque considérable, justement, parce que c'est pas. Alors, moi, je serais prêt à dire que c'est pas vendable. Hein. Non, je suis prêt à prendre le pari inverse. Vous allez voir, vous allez rencontrer votre public et le succès, mais il faudra peut-être un certain temps. Bon, le temps que les spécialistes en parlent, qu'il y ait des commentaires, les cités philo y contribuent. Alors, peut-être une question. Il y a un auteur qui coche, en fait, la plupart des cases que vous avez citées. Bon, philosophe de formation, grand lecteur des sciences humaines, un caractère trempé, quelqu'un qui accorde du poids à l'imagination. Et cet auteur commence par Pierre Naville. Pourquoi n'avez-vous pas, alors je suis persuadé que vous le connaissez, c'est pas un oubli, hein, pourquoi vous avez fait ce choix de ne pas engager la discussion, la rencontre avec Pierre Naville, qui pour moi est peut-être l'un des plus grands auteurs du XXe siècle sur cette question, par son ouvrage Théorie de l'orientation professionnelle en 1945, qui a été réédité, comme vous le savez, en 1972, et qui figure dans toutes les bibliographies francophones de l'orientation. C'est vraiment l'incontournable au XXe siècle, voilà. Qui a engagé une polémique forte. Hein. Bon, et puis Pierre Naville, c'est multiple, c'est le mouvement surréaliste que vous saluez, d'ailleurs, par quelques notes de bas de page. Voilà, j'aimerais vous entendre un peu sur les rapports que vous avez eus voilà, avec Pierre Naville. Il est présent par son absence, de cette manière. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une lacune tout à fait regrettable. Bon, enfin, de toute façon, alors là, des lacunes, il y en a énormément. Pas que s'il n'y avait que Naville, ça serait déjà très grave, mais il y en a énormément d'autres. Je n'ai pas choisi de ne pas parler de Naville. Simplement, ça ne s'est pas trouvé comme ça. Hein. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Alors, je rebondis sur votre remarque, si vous voulez, en la généralisant. Une des remarques qu'on m'a faites,
personne qui avait pris la peine de lire ce que j'avais écrit m'a dit, mais alors comment se fait-il qu'il ne soit pas du tout question dans ce bouquin de l'orientation politique? Et alors j'ai reçu cette remarque dans la figure, alors là, vraiment de plein fouet. D'autant plus peiné et chagriné que je savais bien que ça aurait dû non seulement y figurer, mais même y figurer en première place. Ça ne l'est pas. Parce que s'il y a un champ dans lequel le problème de l'orientation est d'une urgence extraordinaire, c'est bien celui de la politique. Pourquoi est-ce qu'on va à droite plutôt qu'à gauche? Ou l'inverse. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors vous savez que c'est une question qui n'a de sens que pratiquement depuis la fin du XVIIIe siècle. C'était le moment de la Révolution française, quand on commençait à fonctionner des assemblées où les gens se répartissaient par groupe, et donc il y avait ceux qui étaient à droite et puis ceux qui étaient à gauche, et c'était pas la même chose. Donc il y avait vraiment un partage d'espace, et c'est une question d'espace. Et c'est la question que je n'ai pas traitée, et pour une raison très simple, c'est que je ne trouvais, moi, rien de pertinent à dire pour la traiter. Alors là, je l'avoue franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur de dire des bêtises. Je ne sais pas, je ne veux pas dire que c'est une question qui ne peut pas être traitée, mais je n'ai pas les instruments pour le faire. Les lignes, les partis politiques ont des lignes. Parfois des drôles de lignes. Alors comment est-ce qu'on fait pour... Alors, j'ai quand même un peu pratiqué une organisation dans laquelle être dans la ligne, ça voulait dire quelque chose de très très précis. Alors la dérive, c'était quelque chose de totalement inapproprié. Bon, je n'ai pas été mis dehors, je suis parti moi-même, certainement. Parce que justement, la ligne... ceci dit, je n'ai pas parce que, bon, sur la promenade, la flânerie, etc., on peut y aller sans trop de munitions. Mais la politique, alors là, il faut quand même faire très très attention à ce qu'on dit. Donc, là, j'ai été cartésien. Vous savez, il dit, oh là là, ces choses-là, il ne faut surtout pas en parler. Je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il faut en parler. Mais comment? Alors là, je ne sais pas. Je ne sais plus. Parce que j'ai quand même passé une période où je croyais savoir, mais j'en suis revenu. Je ne sais plus. Donc, oui, vous avez tout à fait raison de demander, mais pourquoi est-ce que ça est absent et c'est pas bien que ça ne soit pas. Je suis d'accord, c'est pas bien. Merci de
présentation. En fait, j'ai envie de vous poser une question. C'est sur votre titre, vous parlez de s'orienter. Alors, est-ce que le S indique quoi? Alors, une question plus précise. Est-ce que c'est un pluriel ou est-ce que c'est un singulier? Et comment est-ce que ça pourrait être un pluriel? Vous venez de le dire, vous parlez de lignes. Non, mais le S, le se. Bon. Alors, je tenais beaucoup. Les titres, c'est difficile à trouver. Hein, et c'est très important. Enfin, moi, j'y attache beaucoup d'importance. Donc, je me suis vraiment torturé le ciboulot pour trouver quelque chose qui corresponde à peu près à ce que je voulais faire. Alors, ce qu'il fallait absolument, c'est, je m'en explique dans mon propos, c'est que ce soit un verbe. Pas un substantif. Vous voyez, l'orientation, je ne saurais pas en parler. Mais s'orienter, la pratique, le fait de... Alors, c'est là que Deligny me sert, hein, la logique de l'agir plutôt que celle du faire. La logique du faire se fixe sur des substantifs, des entités, des choses qui sont là. La logique de l'agir, elle est en mouvement, elle cherche quelque chose sans savoir exactement quoi. Donc il fallait que ce soit un verbe, et ça pouvait être qu'un infinitif. Il ne fallait pas écrire « je m'oriente »,« nous nous orientons »,« orientons-nous ». Tout ça n'était pas bien. Donc, et puis, je me suis dit aussi, ça sonne pas mal. Et c'est important pour un titre. Hein, mais je suis aussi conscient du fait que c'est un titre trompeur. Parce que, en fait, le grand problème autour duquel je tourne, sans vraiment arriver à le d'ailleurs sans chercher à le résoudre, c'est on se figure qu'on s'oriente alors qu'en fait on est orienté. Hein? Entre les deux, entre activité et passivité. Et alors il aurait fallu trouver une formule qui rende compte de cette ambiguïté. Parce que s'orienter, ça fait quand même très Alfred de Vigny, hein, très stoïcien, il faut s'orienter, faisons des choix, lançons-nous dans la mêlée, ayons le courage de, etc. Alors, moi je ne suis pas du tout dans ces... ce qui me préoccupe, ce sont les difficultés, les obstacles qu'on rencontre quand on se confronte à ce genre d'entreprise. Donc, s'orienter, pour ça, ça ne suffit pas. Hein. Alors, quand vous me posez la question du « ce », hein, j'ai bien compris, est-ce que c'est moi qui m'oriente? Je ne suis pas sûr du tout, hein, quand je prends une orientation, que ce soit moi qui le fasse. C'est justement pour ça que l'histoire de Phileas Fogg est très très intéressante. Hein. Vous savez, tout le roman tient, c'est un déclic, hein, au fait qu'il fait un pari extraordinaire, un pari vraiment extraordinaire, parce que pour mettre en œuvre il faut c'est un homme riche. Hein. Il faut être riche pour parier. Et pour faire fonctionner le truc, il faut qu'il dépense tout ce qu'il a. Et s'il gagne, il récupère sa mise. Mais il ne gagne rien du tout. Non, quand même, c'est assez étrange. Hein. Dans le roman, il est bien précisé que c'est un joueur de cartes frénétique, enfin... Bon. Je me suis dit, son argent, c'est pas du tout d'où il vient, il se livre à aucun travail défini. Bon, c'est un homme fortuné. Et il finit par gagner son pari alors qu'il croit qu'il l'a perdu. Pourquoi? Parce qu'il est parti
il est parti, il a fait son tour du monde par l'Est. Ce qui lui a permis, parce que l'heure change à chaque méridien, de gagner à chaque fois le nombre de secondes nécessaires pour à la fin se retrouver avec un jour d'avance sur le décompte de... Alors que s'il était parti dans l'autre sens, il aurait au contraire perdu un jour, il aurait un jour de plus. Bon, il doit faire le tour du monde en 80 jours. En fait, il l'a fait en 79, et s'il était parti de l'autre côté, et en faisant le même tour, hein, il aurait mis 81. Hein. Donc, c'est quand même... Comment se fait-il qu'il s'est orienté? Alors là, c'est le cas de le dire, en partant vers l'Est. Hein. Alors, le roman est très, très mystérieux là-dessus. Évidemment, c'est un roman. Hein. On nous raconte une histoire, on n'a pas besoin de nous expliquer tout. Enfin, il y a quand même... mon attention a été attirée sur un détail infime. Hein. Une fois qu'il a passé le Paris, un soir à Londres, il dit « Le train de Douvres part à 18h45, je le prends. » Hein. Et puis, alors, c'est comme ça, il part à Douvres, et de Douvres, de fil en aiguille, il continue dans ce sens-là. Alors, comment se fait-il qu'il sache que le train de Douvres part à 18h45 ? Ça, naturellement, Jules Verne ne donne aucun détail à ce sujet. Mais la réponse tombe sous le sens. Il connaît l'heure de départ de ce train parce qu'il le prend souvent. Et pourquoi le prend-il souvent? Pour aller à Paris. Paris, les petites femmes, etc. etc. Donc, il est parti vers l'Est en cédant à une impulsion tout à fait non raisonnée, tout à fait inconsciente de sa part, et ça lui a parfaitement réussi. Hein? Ça lui a d'autant plus réussi qu'en faisant son tour dans ce sens-là, en chemin, il a rencontré une dame très très séduisante, une veuve pakistanaise, très bien élevée, éducation européenne, etc., très saouda, qui l'emmène avec lui en chemin, et quand ils arrivent finalement au but, c'est elle qui le demande en mariage. Chose absolument extraordinaire à l'époque. Donc il lui est arrivé Alors, vous voyez, est-ce qu'il s'est orienté? Est-ce qu'il s'est orienté? On peut se poser la question, ou est-ce qu'il a été orienté à son insu par des influences mystérieuses, etc. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que le seul qu'il était au départ n'est pas le même que celui qu'il est à l'arrivée. Hein, parce qu'en chemin, justement, il a rencontré la dame. Et alors qu'on nous le présente, je ne sais pas si vous avez présent à l'esprit roman, au début, c'est une horloge vivante, c'est un personnage sans affect, hein, c'est un Anglais flegmatique qui marche de manière... Et puis, tout à la fin du roman, il a découvert la vie effective, les joies du mariage, etc., etc. C'était des choses auxquelles il ne pensait pas du tout. Alors ça, on peut dire qu'il gagne son pari dessus. Mais pas celui qu'il avait... Alors tout ça, c'est très très intéressant, cette histoire, justement à cause du son. Hein? Parce que, alors, bon, Jules Verne, il a écrit une soixantaine de romans qui sont tous plus extraordinaires les uns que les autres, hein, qui sont tous des récits de voyage. D'ailleurs, il les a appelés voyages extraordinaires. C'est tous des voyages, on voyage. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait en voyageant? Eh bien, on devient quelqu'un d'autre. Hein? On ne reste pas le même film de voyage. C'est ça la grande Prendre leçon. congé. Hein? Prendre congé. Oui. C'est pour ça que c'est... Alors, bon, naturellement, le style de Proust et celui de Jules Verne sont de nature tout à fait différente. Et
au fond, on arrive au même résultat. Hein. Ce sont ce qu'on appelle Bildungsroman, des romans de formation, des romans d'éducation. Hein. En fait, ce n'est pas vraiment une question, et en plus, je n'ai pas encore lu votre livre, donc ça risque d'être très naïf, mais en fait, en vous écoutant parler, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la musique. Oui. Plus spécifiquement au jazz et à l'improvisation. Ah, mais je suis très content. Et voilà, mais alors du coup, j'ai des problèmes. Parce que, vous voyez, si on prend une formation quelconque de jazz, eh bien, on a un thème au départ. Vous avez parlé de motifs tout à l'heure aussi, c'est du même ordre. Et puis, il y a un dialogue. Et en fait, tout à l'heure, vous avez dit qu'un livre suscitait un autre livre. Vous avez eu cette formule-là. Et donc, c'est une espèce de dialogue avec... Mais alors, en jazz, il y a le motif, c'est en quelque sorte c'est pas une trame, c'est comme une infinité possible. Enfin, je sais pas comment très bien. J'ai pas réfléchi là, c'est juste comme ça. Et vous voyez, alors le problème, c'est quand même le morceau de jazz, donc il y a ce dialogue. On peut improviser, il y a une forme de liberté puisque il y a cette liberté, etc. Mais quand même, c'est très codifié. Et puis à un moment donné, on revient au départ. Et alors je suis embêtée. Voilà, c'est pas vraiment une question. Bon. Je suis très très sensible à la remarque que vous faites et elle me fait très plaisir parce que moi je suis incapable de faire de la musique. Bon, j'en ai fait autrefois, mais tellement mal que j'ai arrêté. Mais j'en écoute beaucoup et j'ai essayé de mettre le plus possible de musique dans ce livre, effectivement, mais naturellement, ça ne se voit pas. Alors, si vous, vous ne l'avez pas lu. Bon, bon. Et alors, ce que vous dites vaut aussi pour la musique classique, vous savez. C'est le principe de... Non, alors, bon, moi, ce qui est une idole absolue, les variations Goldberg de Bach, c'est ça. Hein. Ça commence par une aria qui, en soi, un morceau extraordinaire. Hein. On pourrait s'arrêter là. Hein. D'ailleurs, l'aria, il l'a recopié dans le petit cahier qu'il avait fait pour sa femme. Et il arrive souvent qu'il soit joué tout seul, hein, c'est possible. Mais alors, après l'aria, viennent les variations, il y en a je ne sais plus combien, 25, 26, où le thème apparaît, disparaît, revient. Et puis alors, ce qui est extraordinaire dans la composition de Bach, c'est que quand ça se termine, on rejoue l'aria initiale, mais exactement les mêmes notes sont écrites. Mais c'est pas la même chose parce qu'on a entendu dans l'intervalle tout ce qui est arrivé, tout ce qui s'est passé, tous les événements qui ont altéré le truc. Alors, au fond, c'est ça le grand principe de la musique. Et je crois que c'est aussi ce qui fait qu'on peut lire. Bon, je peux suivre une partition de musique, mais je ne peux pas lire une partition toute seule. Il faut que j'entende en même temps pour suivre. Mais il me semble que quand on lit, on peut entendre une certaine musique. Et alors, je vais pousser encore plus loin le rapprochement. Finalement, bon, moi, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais rien faire d'autre que lire. Je lis beaucoup, j'aime ça. Je suis désolé de voir la culture du livre mal en point actuellement. Enfin, mais il renaîtra. Hein, le livre s'est transformé, il a pris des formes multiples depuis ses origines et il en prendra d'autres. Hein, donc, que je ne verrai pas et que je ne connaîtrai pas. Et je finis par me dire, donc, je lis beaucoup et j'ai beaucoup lu,
Et il m'en est resté beaucoup c'est un voyage. Hein. Et je me dis finalement, on ne lit qu'un seul livre. C'est toujours le même, mais varié indéfiniment. C'est comme les variations de Hein. Et le livre, il est dans tous les livres qu'on lit. Hein. Alors naturellement, il y a le premier livre. Hein. Alors, Proust raconte une histoire tout à fait extraordinaire. Une des expériences, ça c'est tout au début, dans des histoires de Combray, fameuse nuit, où il a été envoyé se coucher, puis il est redescendu, et puis il a eu très peur que son père le gronde, et alors il a eu encore plus peur, parce que son père, en remontant dans l'escalier, en découvrant qu'il a désobéi, au lieu de le gronder, lui pardonne, et autorise sa mère à venir passer la nuit avec lui, parce qu'il voit bien que l'enfant est dans un état tellement épouvantable qu'il faut pour le calmer. Bon. Et donc, alors la mère n'est pas tellement d'accord, parce que là on est en plein Oedipe, hein, à fond la caisse. Et alors, comme il est très très perturbé, très très énervé, pour le calmer, elle ouvre le paquet que sa grand-mère avait préparé pour son anniversaire qui devait avoir lieu un petit peu plus tard, et elle tire un des livres du paquet et elle se met à le lui lire. Et ce livre, c'est François le Champy, le roman de George Sand. Bon, et naturellement, c'est une lecture qui lui fait un effet extraordinaire, parce que ce livre, c'est pas lui qui le lit, mais il l'entend lu par la voix de sa mère. Hein. Et plus tard, c'est toujours la voix de sa mère qu'il entendra, non, pas seulement en lisant des romans de George Sand, après il y aura des choses plus denses, hein, plus épicées, mais en lisant un livre, il entendra toujours la voix de sa mère en train de lui lire. Et alors, tout à la fin du cycle, hein, dans le temps retrouvé, bon, l'épisode capital où il est, hein, il va chez les Guermantes, où on donne une grande soirée, et puis il arrive en retard, le concert est commencé, et donc le majordome l'installe dans la bibliothèque en attendant que le morceau qu'on joue soit terminé pour pas qu'il dérange. Donc il est tout seul dans la bibliothèque, et il prend machinalement un livre, et tombe sur François le Champy. Coïncidence absolument extraordinaire. Et dans le roman de Proust, c'est ce qui déclenche alors, ça fait 150 pages. Hein, toute la rumination intérieure où il développe sa théorie de l'art. Et au terme de cette réflexion sur le livre intérieur, qu'est-ce que c'est qu'écrire un livre, c'est là qu'à la fin, il prend finalement la décision d'écrire, vraiment. Alors qu'avant, il était un perpétuel hésitant, il temporisait, tout le monde se disait, il n'y arrivera jamais, s'il ne mettra pas, c'est un velléitaire. Non, il décide d'écrire, et le livre qu'il décide d'écrire, on comprend, en lisant le roman de Proust, que c'est le roman qui est en train de s'achever. Hein, c'est ce roman-là précisément. Là, on est en plein dans un truc qui tourne et à cause de François le Champy. Hein, de fil en aiguille, ce livre a conduit à d'autres. Et alors, c'est ça la lecture. Hein. C'est de trouver le moyen, quand on a lu un livre, d'enchaîner sur un autre. Et autant que possible, pas de même nature, pas de même genre, hein, changer d'ambiance. Ça va ? Bonsoir. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas parlé de l'orientation politique
parce que vous ne saviez plus. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est fréquent aujourd'hui et qu'on est dans une époque dite postmoderne. Les postmodernes, les philosophes postmodernes ont beaucoup d'influence. Vous citez Foucault, évidemment, Derrida, Deleuze, etc. Et vous avez commencé à prendre la parole tout à l'heure en parlant de déconstruction. Quel rapport faites-vous entre déconstruction et désorientation? Et est-ce que s'orienter, ce livre, aurait un rapport avec la désorientation et de manière générale aujourd'hui? Et puis juste aussi parce que je pense que ça tient un autre fil. On a parlé d'orientation politique, il y a les orientations sexuelles également. Quel lien entre déconstruction et désorientation selon vous? Alors, désorientation, c'est prendre conscience que s'orienter est quelque chose de très compliqué, hein, et qu'on n'a jamais choisi une fois pour toutes la bonne orientation. La bonne méthode, c'est justement, il est sain à chaque fois de se demander, mais est-ce que j'ai bien fait de partir de ce côté-là, hein, d'engager mon tour du monde par l'Est plutôt que par l'Ouest. Nous sommes tous notre tour du monde, mentalement, hein, sinon géographiquement. Alors là, il m'arrive quelque chose d'embêtant, c'est que je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Déconstruction. Le rapport avec déconstruction. La déconstruction, ça ne dépend pas d'une initiative particulière, personnelle. La déconstruction, elle est là partout. Hein. Ça déconstruit, ça se déconstruit. C'est le chaos, la déconstruction. Et le chaos, il est là en permanence, et nous sommes dedans. Et c'est précisément pourquoi s'orienter est une question cruciale et jamais résolue. Hein. Bon, moi, parmi les philosophes, bon, à la limite, je les aime tous, hein, Parménide, Héraclite, etc. Dans tous, il y a quelque chose de bien, hein, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, un de ceux qui m'a toujours le plus... moi, je me suis beaucoup fixé sur le XVIIe siècle, qui est une période ahurissante. Hein, on peut dire que les gens intelligents, il y en a eu beaucoup à ce moment-là. Hein, et en même temps, en plus. Ils se sont plus ou moins connus et rencontrés, et ils ont échangé. Alors, moi, celui qui m'a toujours hanté, c'est Pascal. Qui n'arrête pas de se poser des problèmes d'orientation. Hein. Pascal devant le vide qui lui fait peur et qui se demande quoi faire avec ça, comment se débrouiller. Alors il saute à pieds joints, hein, il dit abêtissez-vous, agenouillez-vous et priez. La religion, moi je comprends très bien que c'est une solution désespérée, hein, et il la présente comme telle. Hein. C'est pas du tout une voie royale, facile, etc. Alors moi, vu comme ça, la religion, je trouve ça très très intéressant. La religion, justement, comme dernière chance, mais en sachant très bien que ça ne va pas marcher. Le coup de dé. De Delény passait son temps à jouer au dé. Il en parle tout le temps dans tous ses livres. Et dans les films qu'il a fait, il y a toujours des dés. C'est une des clés de sa pensée. Bon, on va peut-être... Si je puis me permettre quand même, parce que je vous trouve injuste avec vous-même quand vous dites que vous ne parlez pas du tout d'orientation politique. Certes, vous n'en parlez pas, mais enfin, si j'ai encore une minute, lire un très beau passage qui me semble répondre à votre question et montrer qu'il est question peut-être, je ne sais pas si c'est d'orientation politique, mais d'une orientation qui passerait par l'art et qui parle aussi d'orientation genrée, puisque vous en parlez.
Donc je vous cite. Or, des règles de vie, il n'y en a pas qui soient bonnes a priori et qui pourraient comme telles définir des modèles de comportement qu'il n'y aurait qu'à suivre pour être, comme on dit, dans le droit chemin. Les vraies règles, celles qui permettent de se sortir des innombrables embûches de l'existence, ou tout au moins d'espérer y arriver, il faut à chaque fois les réinventer à de nouveaux frais, sans garantie de succès, en se lançant dans un monde où il n'y a plus ni droite ni gauche, où la différence entre les hommes et les femmes, comme celle entre ceux et celles qui en sont et ceux et celles qui n'en sont pas, on le prétende, a perdu sa signification. L'art, c'est le cas de le dire, met le monde à l'envers et du même coup remet l'envers à l'endroit. En réinventant le monde, il démontre en acte que celui-ci est réinventable, c'est-à-dire qu'il pourrait en fin de compte être autre, et même tout autre qu'il n'est. C'est bien une orientation politique, ça, non ? Oui, en vue cavalière, hein, très cavalière. Vous aviez, dans votre présentation au début, souligné le sans dessus-dessous, l'orthographe SAS. C'est une idée de Jules Verne. C'est Jules Verne qui a publié à la fin de sa vie un petit ouvrage dans sa veine comique, hein, qui n'est d'ailleurs pas très... Mais le titre est génial, hein, sans SAS dessus-dessous. Donc, naturellement, j'ai sauté dessus parce que ça rentre tout à fait c'était tout à fait exploitable. Bon, là, je ne vais pas vous raconter l'histoire, je suis fatigué. C'était très bien, je suis très content, merci beaucoup. Étant fatigué, je vais dire beaucoup de bêtises et alors il vaut mieux pas. Merci.